Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, God Save the King. Le prince Andrew a été interpellé jeudi dans le cadre de l'affaire Epstein, donnant une nouvelle résonance internationale à cette saga glauque. La Bosnie semble plus divisée que jamais, tandis que les Serbes du pays tentent de profiter de la situation internationale pour sortir du contrôle de Sarajevo. Et nous évoquerons enfin la peste, une maladie qui n'a pas totalement disparu et qui peut être utilisée comme arme biologique. Des bijoux de la couronne pas très reluisants. L'arrestation de l'ex-prince Andrew au Royaume-Uni bouleverse le pays et ouvre un nouveau chapitre de la tentaculaire affaire Epstein. L'arrestation de l'ex-prince Andrew, survenue jeudi pour son 66e anniversaire, marque un tournant royal dans l'affaire Epstein. Interpellé à l'aube par la police au domaine royal de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, où il avait été relégué après son expulsion du luxueux Royal Lodge de Windsor, Andrew a passé une dizaine d'heures en garde à vue, relâché en soirée. En attendant les suites de l'enquête, il fait l'objet de perquisitions dans ses résidences du Berkshire et du Norfolk. Cette opération, menée par la police de Thames Valley, une région du sud de l'Angleterre, vise un homme sexagénaire soupçonné de faute dans l'exercice de fonctions officielles, sans nommer explicitement le frère cadet du roi Charles III. Les accusations portent sur la transmission de documents confidentiels à Jeffrey Epstein, le financier pédocriminel décédé en 2019, durant la période où Andrew était émissaire commercial du Royaume-Uni entre 2001 et 2011. S'ajoutent à cela des allégations antérieures d'agressions sexuelles, notamment celle de Virginia Giuffre, qui l'accusait d'abus à 17 ans et s'est suicidée en avril 2025 après un règlement amiable de 10 millions d'euros. De nouveaux documents américains, publiés fin janvier, révèlent des photos compromettantes et des emails invitant Epstein à Buckingham pour des discussions privées, ainsi que des échanges d'informations économiques sensibles. Les conséquences pour la famille royale sont explosives. Déchu de ses titres royaux depuis l'automne, Andrew reste 8e dans l'ordre de succession. Mais son cas ébranle la monarchie et indigne les Britanniques, dont certains sont persuadés de sa culpabilité. Je trouve tellement triste qu'il ait fallu autant de temps pour que les femmes soient enfin crues, de nos jours. La version des faits d'une femme a certainement plus de poids que celle de quelqu'un comme lui. Je pense que l'exploitation des jeunes femmes est tout aussi importante que les crimes pour lesquels il a été arrêté. Et je pense qu'il devrait répondre pleinement de ses actes sur les deux points. Le roi Charles III, dans un communiqué rare, exprime sa profonde inquiétude et insiste pour que, je cite, « la justice suive son cours », promettant une coopération. Des experts évoquent un possible procès pour haute trahison, un choc inédit qui pourrait accélérer une réforme de l'institution déjà fragilisée. Pour l'heure, l'ex-prince n'est pas encore reconnu coupable et les Britanniques semblent attachés à leur régime politique. Il est normal que beaucoup de gens aient un avis. Mais tant que rien n'est prouvé devant un tribunal, il n'est pas juste de juger ce qui s'est passé. Cependant, je dirais qu'il y a de plus en plus de preuves qui suggèrent que quelque chose s'est produit. La loi est la loi. S'il a enfreint la loi, il mérite d'aller en prison. Je pense que s'il a fait quelque chose de mal, il mérite d'être puni. Je ne pense pas que la couronne soit en cause. Je pense que c'est honteux pour lui et pour sa famille, mais je ne pense pas que la couronne soit en cause. Ce scandale britannique poursuit donc la saga Epstein qui implique des personnalités de premier plan dans de très nombreux pays. Des présidents Clinton et Trump aux États-Unis à Jack Lang en France, la liste s'allonge avec des faits reprochés très différents allant des crimes les plus odieux à des relations économiques. En France, c'est le cas de l'actrice et réalisatrice donneuse de leçons et immigrationniste Josiane Balasco qui émerge. Celle-ci aurait dîné à 2 reprises avec Epstein en 2013, introduite par Caroline Lang dans un contexte impliquant un dossier caritatif non élucidé. La suite au prochain épisode. La Bosnie arc-en-ciel, les Serbes n'en veulent toujours pas. Plus de 30 ans après les accords de Dayton, la coopération entre Serbes, Croates et Bosniaques musulmans est toujours très difficile et les Serbes espèrent profiter du contexte international actuel pour trouver une porte de sortie. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. La Bosnie-Herzégovine, 30 ans après sa mise en place comme État indépendant issu de l'explosion de la Yougoslavie,
fonctionne toujours aussi péniblement. Et rien ne dit que cet État durera éternellement sous la forme que nous lui connaissons actuellement. Pour rappel, le pays consiste en 3 nationalités, les Serbes orthodoxes, les Croates catholiques et les Bosniaques musulmans, répartis en 2 entités. La République serbe de Bosnie, ou Republika Srpska, qui a pour capitale Banja Luka, et la Fédération croato-musulmane, qui a pour capitale Sarajevo. Et surtout, le pays est régi par un gouverneur nommé par l'Union européenne et a pour monnaie le mark convertible, qui a la valeur d'un Deutsche Mark, ce qui veut dire que de facto, la Bosnie-Herzégovine est alignée sur l'euro. Et depuis le début, les Serbes de Bosnie, à qui on a imposé de vivre dans cette entité, aspirent à s'en détacher. Cette volonté s'incarne depuis 2 décennies autour de la figure de Milorad Dodik, l'homme fort de la République serbe de Bosnie, à qui on a fini par faire payer cette détermination. Alors qu'il occupait la fonction de président de la République serbe de Bosnie, il a été démis de ses fonctions par un tribunal de Sarajevo pour ne pas avoir respecté une décision imposée par le gouverneur allemand de la Bosnie. Au final, après un bras de fer politico-juridique, Dodik a fini par accepter de remettre son mandat et c'est son candidat désigné, Siniša Karan, qui l'a emporté de justesse à la présidentielle anticipée et en 2 fois, en novembre 2025, puis en février 2026, le scrutin ayant dû être rejoué dans plusieurs municipalités en raison d'irrégularités électorales. Un succès retentissant pour Milorad Dodik, qui essaye également de tirer avantage du contexte international en pleine recomposition et de la présidence de Donald Trump. Première nouveauté, très appréciable pour Dodik et son équipe rapprochée, ils ont été retirés de la liste de sanctions de Washington, qui leur interdisait donc de voyager aux États-Unis. Cela leur a permis d'être reçus à la Maison-Blanche, à l'occasion du petit déjeuner national de la prière. Si ce n'est pas encore la grande réception en grande pompe par Donald Trump, cela constitue déjà, selon Nikola Mirković, une avancée considérable pour les représentants des Serbes de Bosnie. C'est particulièrement important pour Dodik. N'oublions pas que c'était le paria de l'Europe aujourd'hui. Dodik était sous sanctions américaines, sous sanctions européennes, en froid avec le haut responsable qui est à la tête de la Bosnie-Herzégovine. Et tout d'un coup, patatras, Donald Trump décide de l'inviter aux États-Unis en grande pompe, puisqu'il assiste à la matinée de prière de la Maison-Blanche et il rencontre Pete Hegseth, le ministre américain de la Défense, et différentes personnalités. Il y est allé avec différents responsables politiques serbes de Bosnie-Herzégovine qui étaient sous sanctions également. Et tout ça, évidemment, s'est fait aux grandes dames des Européens qui font tout pour évincer Milorad Dodik, de la scène politique de Bosnie-Herzégovine. Et Dodik en a bien évidemment profité pour faire connaître son point de vue aux dirigeants américains qu'il a pu rencontrer. Et ce point de vue, sans surprise, c'est que la Bosnie-Herzégovine n'est pas un État viable dans le cadre de l'application des accords de Dayton. Cette république a été créée sous Tito et les atlantistes, en détruisant la Yougoslavie, ont voulu garder la forme du pays. L'ensemble, chaque communauté défend ses propres intérêts. Il n'y a pas d'esprit bosnien. Vous savez, Aristote dit que pour qu'un pays vive, eh bien, il faut que tout le monde ait le même souffle. Or, ce n'est pas le cas. Chacun défend ses intérêts et ça ne fonctionne pas. La Bosnie-Herzégovine est un des États les plus pauvres d'Europe. La Bosnie-Herzégovine, avec le Kosovo, sont 2 des régions qui ont fourni le plus de djihadistes au Moyen-Orient. Ce sont des États faillis, ce sont des États qui ont été créés par les atlantistes mais qui ne marchent pas. Dodik, lui, défend les Serbes et il dit si les atlantistes ont été d'accord pour que la Yougoslavie éclate, eh bien pourquoi est-ce que la Bosnie-Herzégovine ne pourrait pas éclater et que les Serbes de République de Bosnie-Herzégovine puissent soit être autonomes, indépendants, soit idéalement rejoindre la Serbie, parce qu'il n'y a jamais eu ce débat qui a été ouvert et la majorité des Serbes souhaitent ça. Les Serbes se disent nous on voudrait vivre aussi dans un seul et même pays. Vu que nous avons la Bosnie-Herzégovine qui ne fonctionne pas comme un État de droit, eh bien autant l'arrêter pacifiquement et rassembler les différents peuples qui ont envie de vivre dans leur propre pays. L'hypothèse d'une sécession de la République serbe de Bosnie reste toutefois, pour le moment, improbable. En effet, la visite de Dodik a fait bondir dans les milieux démocrates américains, ceux qui justement avaient mis Dodik sous sanction.
et pour le moment, le secrétariat d'État a fait savoir qu'il soutenait toujours les accords de Dayton. L'une des raisons à cela est probablement que si un jour les Serbes quittaient la Bosnie, les Croates voudraient en faire de même et que cela poserait des problèmes entre Croates et musulmans. Je pense que si les Serbes quittaient la Bosnie-Herzégovine, les Croates prendraient la poudre d'escampette et iraient rejoindre la Croatie. C'est leur volonté. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, même s'il y a un accord, un partenariat entre Croates et Bosniaques musulmans, les Croates regardent d'un bon œil ce qui se passe dans la République serbe parce qu'ils savent très bien que si les Serbes y arrivent, ils seront les prochains. Ils aimeraient bien. C'est possible qu'il soit que cette région, ce pays soit redécoupé. Ça c'est possible. Il resterait plus grand chose. Donc, mais ça montrerait quand même que ce rêve d'une entité multiethnique où tout le monde serait frère, tout le monde, les Européens n'ont pas réussi à le faire. Peut-être qu'ils auraient pu réussir à le faire, mais ils ont échoué. Ça ne marche pas. Au contraire, chaque communauté se replie sur elle-même et il n'y a pas d'entente entre les trois. Malgré tout, à moyen terme, à mesure que l'Europe s'enfonce dans un déclin sévère, il n'est pas certain que les gendarmes qui régissent actuellement la Bosnie disposent éternellement des moyens de maintenir en place les accords de Dayton de 1995. Et l'exemple bosnien devrait sans doute se voir ailleurs. Alors que le monde est entré dans une période de turbulence, de nombreux micro-conflits sont susceptibles de se réactiver, chacun essayant de tirer avantage des fenêtres de tir durant lesquelles les cartes sont redistribuées. Et selon les intérêts et l'intelligence des uns et des autres, les redistributions se feront dans le compromis et la diplomatie, ou bien dans le tumulte et la violence de la guerre. Attaquer une population par la maladie ou le poison, depuis longtemps, la question des armes biologiques n'est plus de la fiction. Parmi celles-ci, il y en a une que l'on croyait oubliée, la peste. Explication, Renaud de Bourleuf. Une arme biologique, réalité ou scénario hollywoodien? Un homme semble avoir une idée sur la question, le milliardaire Bill Gates. Des gènes pathogènes apparus dans la nature ou dans les mains d'un terroriste, transmis dans l'air et se propageant rapidement, pourraient tuer 30 millions de personnes en moins d'1 an. En 2014, des enquêteurs ont retrouvé sur l'ordinateur d'un militant de l'État islamique un document de 19 pages, un tutoriel portant sur le développement de la peste bubonique à partir d'animaux infectés et sa transformation en arme biologique. Rappelons que la maladie comprend 2 formes, la peste bubonique contractée par piqûre de puce et la peste pulmonaire transmise par voie aérienne. C'est la peste bubonique qui est la plus répandue, elle provoque de fortes fièvres, une atteinte profonde de l'état général et surtout une hypertrophie du ganglion lymphatique qui peut dégénérer en septicémie, souvent mortelle. Utiliser cette maladie comme arme biologique paraît aussi redoutable qu'une attaque à la Kalachnikov et c'est une technique déjà expérimentée dans le passé. Au XIVe siècle, en Crimée, l'armée mongole a lancé des cadavres infectés dans une cité assiégée, ce qui aurait ensuite propagé la peste en Europe. Plus récemment, lors de la guerre sino-japonaise entre 1937 et 1945, l'armée nippone a confectionné des petites bombes contenant des puces infectées par la bactérie Yersinia pestis, qui déclenche la maladie de la peste. La question d'armes biologiques a été remise sur la table encore plus récemment dans le contexte du conflit russo-ukrainien. En février 2023, le ministère russe des Affaires étrangères a accusé les États-Unis de financer un programme d'armes biologiques en Ukraine. Pourquoi la peste en particulier serait intéressante comme arme de guerre? La bactérie Yersinia pestis se caractérise par une forte transmissibilité ainsi qu'une résistance et une persistance dans l'environnement. Mais où en est la maladie aujourd'hui? Selon l'Institut Pasteur, près de 50 000 cas de 1990 à 2020 ont été déclarés à l'Organisation mondiale de la santé par 26 pays. Les principaux foyers sont en Afrique subsaharienne, notamment le Congo, et en Asie, plus précisément en Chine et en Mongolie. En France, les derniers cas de peste remontent à 1945 en Corse. La mortalité est devenue faible au XXe siècle en raison du développement d'antibiotiques qui permettent de neutraliser la maladie avant qu'il n'y ait d'infection. Cependant, aux États-Unis, la peste est vue avec une certaine inquiétude. Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, les CDC, l'ont classée dans la catégorie des agents de bioterrorisme de niveau 1. Notons que depuis 1972, les armes bactériologiques sont interdites par la Convention d'interdiction des armes biologiques ou à toxines, dite CABT, ratifiée par la France. En décembre 2019, le représentant permanent de la France auprès de la Conférence des États parties donnait quelques détails. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'attaque avec des armes de nature biologique dans la période récente. La CIAB, c'est un instrument de non-prolifération qui maintenant jouit de l'adhésion de 180 États. Donc c'est un instrument quasi universel. C'est un instrument d'interdiction totale. C'est aussi pour se prémunir d'attaques biologiques que de nombreuses sociétés développent la recherche autour d'un vaccin contre la peste. Mais selon l'Institut Pasteur,
Les big pharma ne sont pas intéressés car le marché n'est pas suffisant. C'est vrai que toutes les maladies ne sont pas aussi bankable que le Covid. L'actualité en bref en France. Après la jeune garde dans l'agréable quartier de la Croix-Rousse à Lyon, ils vont rencontrer leur gardien de prison. Une semaine après l'assassinat de Quentin Derenque, le procureur de Lyon a donné des précisions jeudi soir lors d'une conférence de presse. L'analyse des faits, notamment le très grand nombre de coups portés directement sur le visage et sur le crâne de Quentin Derenque, les auditions des témoins, les interrogatoires des mises en cause, les investigations techniques, les résultats de l'autopsie de la victime et l'exploitation des vidéos conduisent le parquet à ouvrir, dans les minutes qui viennent, une information judiciaire criminelle devant les juges d'instruction et à requérir la mise en examen du chef d'homicide volontaire sur Quentin Derenque pour les 7 personnes présentées. Les 7 personnes en question sont placées en détention provisoire. Le procureur a confirmé que parmi eux, il y a bien un assistant parlementaire. Il s'agit en l'occurrence de Jacques-Élie Favreau, assistant du député LFI du Vaucluse, Raphaël Arnaud. Il est mis en examen pour complicité par instigation. Concrètement, c'est le fait d'inciter volontairement quelqu'un à commettre une infraction par des ordres ou des pressions sans agir soi-même. Les 6 autres prévenus sont quant à eux mis en examen pour homicide volontaire. Pendant que ces 7 personnes découvrent la prison, l'enquête continue sur le terrain. L'identification des personnes présentes sur les lieux était difficile. Et à ce jour, d'ailleurs, il reste plusieurs personnes à identifier. Samedi, une manifestation doit se tenir à Lyon en hommage à Quentin Derenque. Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, qui a été proche de la jeune garde, a réclamé l'interdiction de cette marche, évoquant, je cite, « des risques avérés de troubles à l'ordre public ». Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a quant à lui affirmé ce vendredi qu'il n'interdira pas cette manifestation qui se déroulera encadrée. Les interdictions ne viennent pas toujours de là où on les attend. Ainsi, le président du RN, Jordan Bardella, a recommandé aux cadres de son parti de ne pas se rendre au rassemblement d'hommage à Quentin Derenque, ni d'y associer le RN par peur d'être mal vu. Quant à l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, il a appelé à ne pas diaboliser LFI pour ne pas légitimer le RN, affirmant qu'un tel scénario rappellerait 1933 en Allemagne. Une vie normale, qu'on peut à nouveau commercer, qu'on peut à nouveau bouger ses animaux. Aller au salon de l'agriculture. Et on aurait pu aller au salon de l'agriculture, ils ont choisi la prudence. Tout ça pour ça, ce vendredi, le ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé la fin des protocoles concernant la dermatose nodulaire contagieuse, excepté dans une partie des Pyrénées-Orientales. Aucun nouveau cas de cette maladie n'a été détecté depuis le 2 janvier. Une épidémie qui aurait entraîné des abattages de troupeaux entiers pour une maladie qui ne présente pas de danger pour l'homme. Et comme l'illustration de cette destruction des élevages, le salon de l'agriculture ouvre ses portes samedi à Paris, sans aucun bovin. Le Palais Bourbon retarde ses travaux. Mercredi, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé la suspension du projet du futur bâtiment d'accueil des visiteurs. L'idée est d'attendre la fin des élections municipales pour travailler de concert avec la mairie du 7e arrondissement de Paris, sur lequel est situé le Palais Bourbon. Ce nouveau pavillon de 4000 m² était critiqué pour son coût, 53 millions d'euros d'argent des contribuables, mais aussi pour son goût architectural très particulier. Cet équilibre menace d'être rompu par une construction aux allures de silo à grains en verre, prétendant incarner la transparence démocratique. Air France, client satisfait d'Elon Musk. Ce vendredi, le directeur de la compagnie aérienne a déclaré que les retours de ses clients sont vraiment extraordinaires depuis qu'il a équipé les avions du Wi-Fi Starlink, filiale de la société SpaceX, de l'homme d'affaires américain Elon Musk. À l'heure actuelle, environ 30 à 35% des avions d'Air France sont déjà équipés de ce Wi-Fi qui offre dans les airs une connexion à Internet extrêmement rapide. Les militants de gauche qui exècrent Elon Musk peuvent toujours boycotter Air France. Après tout, l'avion n'est pas écologique. L'actualité internationale en bref. Violence et pédopornographie chez les antifas, mais en Suisse cette fois. À Genève, un militant antifasciste est en effet poursuivi devant la justice pour des faits graves remontant à décembre 2020, lors d'une manifestation sauvage organisée en marge d'un rassemblement syndical lié à la crise Covid. Il aurait frappé un policier à la nuque avec un mât de drapeau par derrière. Ce geste a entraîné pour la victime 90 jours d'incapacité de travail, 1 mois avec minerve et des lésions cervicales sérieuses. Mais une perquisition ultérieure a révélé chez lui la détention et la diffusion, via Snapchat, de 4 images pédopornographiques représentant des fillettes de 8 à 12 ans dans des positions explicites. L'acte d'accusation regroupe ces 2 volets, violence volontaire grave et infraction liée à la pédopornographie. Le prévenu, décrit comme proche des milieux antifa, devrait être jugé
jugé prochainement, selon la Tribune de Genève et l'Observatoire des violences politiques. Les prisonniers politiques amnistiés au Venezuela. L'Assemblée nationale vénézuélienne a adopté à l'unanimité le 19 février une loi d'amnistie. Elle a été promulguée le soir même par la présidente par intérim Delcy Rodriguez. Cette mesure, prise sous forte pression américaine après la capture de Nicolás Maduro le 3 janvier, couvre les faits liés à 13 périodes précises de manifestations et de répression entre 2014 et 2024. Environ 450 détenus politiques ont déjà été relâchés ces dernières semaines. Plusieurs centaines restent en prison. La loi exclut les crimes contre l'humanité, homicides, trafic de drogue, corruption et toute participation à des actions armées, ce qui pourrait écarter Maria Corina Machado. Ce vote unanime intervient alors que Caracas négocie avec Washington la reprise des relations et l'ouverture pétrolière. Certains y voient un geste de réconciliation, d'autres doutent de sa portée réelle pour une transition démocratique profonde. Donald Trump fait mine de temporiser. Le président américain s'est donné 10 jours pour décider si un accord avec l'Iran est possible, avertissant que sinon, de mauvaises choses se produiraient. Dans un discours à Washington jeudi, il a évoqué les pourparlers repris début février via une médiation omanaise, les premiers depuis la guerre de 12 jours en juin 2025. Malgré 2 sessions, les tensions persistent. Les États-Unis renforcent leur présence militaire dans le Golfe, tandis que l'Iran mène des exercices avec la Russie en mer d'Oman. Washington exige un accord couvrant le nucléaire, les missiles et le soutien aux groupes armés. Téhéran limite les discussions au nucléaire et réclame la levée des sanctions. Israël menace d'une riposte massive quand la Russie et la France appellent à la retenue. Des médias rapportent par ailleurs que l'armée américaine pourrait frapper dès cette fin de semaine, incluant des options pour déstabiliser les institutions iraniennes. Le déficit commercial des États-Unis a atteint un record de 1 241 milliards de dollars en 2025, en hausse de 2,1% par rapport à l'année précédente, selon les données du département du commerce publiées jeudi. Malgré les droits de douane imposés par Donald Trump pour rééquilibrer les échanges avec la Chine, le Canada, le Mexique ou encore l'Union européenne, les importations ont progressé plus vite que les exportations. Les importations de biens s'élèvent à 3 438 milliards, celles de services à 895 milliards, portées par les biens d'investissement et les voyages. Les exportations atteignent 2197 milliards pour les biens et 1235 milliards pour les services, dopés par l'aéronautique, l'énergie et les pharmaceutiques. En décembre, le déficit mensuel a bondi à 70,3 milliards, soit 32,6% de plus qu'en novembre, dû à une baisse des exportations d'or et une hausse des importations de matières premières. Les principaux déficits concernent l'UE à 220,8 milliards de dollars, la Chine et le Mexique avec une accentuation vers Taïwan et le Vietnam. Des surplus existent à la marge avec les Pays-Bas et le Royaume-Uni, des chiffres qui témoignent de la complexité des équilibres commerciaux, mais aussi de la nécessité d'inscrire les réformes économiques dans le temps long, là où la présidence états-unienne ne dure que 4 ans. Ce soir, les idées à l'endroit et pour le samedi politique, Élise Blaise reçoit le spécialiste des enjeux et échanges internationaux, François Martin, pour évoquer le chaos qui menace l'ordre mondial. Dimanche, terre de mission et les conversations. Et lundi, dès 7h, vous pourrez retrouver un zoom avec l'ancien commissaire Jacques Poinas qui revient dans son ouvrage Le temps des aveux sur les aveux de criminels. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine, à lundi.